Allez, c'est parti pour le grand débat du vendredi sur Boursorama avec cette question. Le gouvernement est-il en train de préparer un plan social pour les fonctionnaires? C'est la petite musique qu'on entend à gauche depuis cette annonce hier par le gouvernement, notamment chez la France Insoumise. Pour en débattre, Henri Stadeniak. Bonjour Henri. Bonjour David. Membre des économistes atterrés et également Christian Saint-Etienne. Bonjour Christian. Bonjour. Économiste et professeur d'économie au CNAM. Bon, il faut se remettre un peu dans le contexte. On se souvient de cette promesse de campagne du candidat Macron, réformer la fonction publique, réduire de 120 000 nombre de postes de fonctionnaires d'ici à la fin du mandat. Je rappelle que pour information, on est même à 2000 sur postes de fonctionnaires supprimés sur 2018. Et donc hier, on a eu le Premier ministre, on verra les images, et Gérald Darmanin qui ont dévoilé donc les premiers contours, et beaucoup de réunions sont prévues avec les syndicats de la fonction publique. Leur plan, voilà, pour parvenir à cet objectif, notamment, on s'arrête là-dessus, mais il y a d'autres mesures, hein. Il y a plus de contractuels dans la fonction publique, mais il y a aussi cette idée de plan de départ volontaire pour les fonctionnaires qui souhaiteraient partir en raison justement de cette modernisation, de cette réforme de l'État que le gouvernement veut mener, on l'a compris a priori cette année. Sur le principe même de se dire qu'on a une proposition de transposer au public une mesure dans le privé qui est assez classique, d'avoir un plan de départ volontaire. Est-ce qu'on se dit que c'est une bonne idée d'appliquer les outils du privé, ou est-ce qu'on se dit, voilà, c'est totalement surprenant quand on voit la crise, encore une fois, dans les maisons de retraite, avec des agents qui font grève, avec la colère des gardiens de prison. Le contexte, quand même, ne prête pas, on se dit, à cette mesure où on se dit que finalement, pourquoi pas, ça pourrait être utile pour atteindre les objectifs qui sont ceux du gouvernement. Enfin, c'est totalement différent de ce qu'on observe dans le secteur privé. Et quand on met en place un plan social dans le secteur privé, c'est qu'on s'est donné pour objectif de faire partir plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes. Là, le gouvernement veut introduire des possibilités de partir, mais à l'initiative des fonctionnaires ou des travailleurs de la fonction publique. Donc c'est complètement différent. Ce qui n'est pas vraiment possible aujourd'hui. On peut toujours démissionner, mais sans le chèque et sans le chômage derrière. Donc là, c'est d'une certaine façon faciliter les possibilités de départ. Alors, donc c'est une bonne idée ou pas de mettre en place ce plan de départ volontaire? Parce que c'est largement décrié aujourd'hui, on voit bien à gauche, on va laisser Henri qui va évidemment aussi aboyer, il a raison de défendre ses convictions. Mais le volant des démissions est très important, hein. Donc on va créer en fait des effets d'aubaine, c'est-à-dire que des gens qui de toute façon avaient l'intention de démissionner… Quels sont les chiffres? On a des chiffres sur le nombre de démissions? Non, je n'ai pas le chiffre précis des démissions, j'ai le chiffre de la rotation naturelle qui doit être autour de 125 000 personnes qui partent à la retraite chaque année selon les années et les vagues de recrutement. C'est pas une démission, ça. Ça, c'est pas les démissions. Et les démissions, c'est quelques milliers. Bon, donc là… aujourd'hui, c'est un épiphénomène. Voilà, mais on va augmenter les possibilités. Alors, sachant que le gouvernement a déjà laissé entendre qu'il l'inscrirait dans un certain cadre. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner des possibilités de partir aux gardiens de prison dans le même temps où on fait un plan de recrutement. Donc, je pense que ça sera dans certains services, vraisemblablement. On a compris que le gouvernement ne vise pas, Henri, les fonctions régaliennes. On suppose qu'il écoute un peu, qu'il voit ce qui se passe. Et c'est plutôt les fonctions non régaliennes qui sont visées, ce qu'on appelle le back-office de l'administration. Pour vous, ça ouvre la boîte à licencier? Nous sommes en 2018. Le 27 avril 2008, donc il y a exactement 10 ans, il y a eu une loi signée par Fillon, etc., qui introduisait déjà la possibilité de départ volontaire dans la fonction publique. Donc il n'y a strictement rien de nouveau. Qui fonctionne comment? Qui fonctionne très simplement. Lorsqu'un fonctionnaire, théoriquement, lorsqu'un fonctionnaire veut démissionner ou lorsqu'on veut restructurer un service, on a la possibilité d'ouvrir cette possibilité de départ volontaire. Individuel, pas collectif. Si, collectif lorsqu'on veut restructurer un service. Ça existe depuis 10 ans. Et à ce moment-là, la loi prévoit d'ores et déjà que le fonctionnaire a droit à une indemnité qui peut aller jusqu'à 2 ans de salaire, mais en contrepartie, pendant 5 ans, il ne peut pas être repris dans la fonction publique, sauf à rembourser ces 2 ans, et par ailleurs, il n'a pas droit aux indemnités chômage. Donc on recycle, pour les médias, quelque chose… On réinvente l'eau chaude, on améliore quelque chose qui est… On réinvente l'eau chaude, car il est bien prévu dans la loi que, donc le 27 avril 2008, il est prévu dans la loi que ça s'applique en cas de restructuration d'un service. Donc d'ores et déjà, on a cette possibilité, dans le cas où effectivement on restructure un service, de dire aux gens, allez-y, vous pouvez… Donc c'est une annonce qui n'en est pas une. C'est une annonce qui n'en est pas une, oui, et, par ailleurs,
Et par ailleurs, ça peut être ouvert à des personnes dans des cas particuliers qui ont un projet personnel, nous dit la loi. Donc, ça existe déjà. Donc, le problème, c'est comment on va le... Bon, le problème, c'est est-ce qu'on va effectivement le mettre en œuvre? La question... Parce que ça n'a pas été mis en œuvre, là, très peu mis en œuvre, la loi d'avril 2008. La loi existe. Ouais. Donc, et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas beaucoup mis en œuvre, alors? Parce qu'il n'y a pas vraiment eu de restructuration, de fait. C'est peut-être ça, en fait. Hein. Mais non, mais c'est pas mis en œuvre parce qu'à un moment donné, il faut décider qu'effectivement, on la met en œuvre. Le problème, bien sûr, on est dans une situation où il faut restructurer la fonction publique. Restructurer la fonction publique, c'est-à-dire qu'il faut plus d'infirmières, plus de gardiens de prison. On a appris hier, le même ministre nous a dit qu'il fallait embaucher pour lutter contre la fraude fiscale. Donc, voilà. Est en dizaines, là on est en dizaines d'agents. En dizaines, mais d'accord. Mais je veux dire pareil, hein, je veux dire les policiers, il y a des tas de domaines dans lesquels il faut éventuellement c'est pas le régalien qui est visé, embaucher. Et à ce moment-là, il y a toujours la possibilité de former les gens, il y a la possibilité d'ouvrir des postes, d'ouvrir des possibilités de... Voilà. Donc là, hier, l'annonce, c'était quand même un peu du réchauffé. Je veux dire, c'est quand même des choses... C'est du réchauffé ou pas Juste, Christian. C'est du réchauffé. Effectivement, la loi existe, mais elle n'a quasiment pas été mise en œuvre. Donc ça, c'est un premier élément. Ce sont des pratiques sporadiques, c'est ça? Voilà. Et puis le deuxième élément, c'est que vous avez raison de dire qu'il n'y aura pas de mise en œuvre dans le régalien. Là où il y a des possibilités majeures, c'est par exemple dans la restructuration des collectivités locales. Notamment si demain, on mettait en place la réforme de ce qu'on appelle le bloc communal, en déplaçant l'élection de la commune à l'interco. Là, il y aurait la possibilité de restructurer et de faire partir des milliers de personnes chaque année. Donc, ce que l'on observe, c'est que les trois fonctions publiques peuvent être concernées par des plans de départ volontaires, ou c'est uniquement la fonction publique d'État? Non, c'est unique, c'est les trois fonctions. Et parce que le problème, les collectivités locales, c'est celles qui décident, hein, elles ne laissent pas l'État. Oui, d'accord, mais on leur met à disposition des possibilités pour se restructurer. Ça existe déjà, et le problème en particulier se pose dans les hôpitaux. L'a fait en Ile-de-France. Le problème se pose dans les hôpitaux lorsqu'on ferme un hôpital, se pose la question que devient le personnel. Donc pareil, donc ça se pose également dans la fonction publique. Ça n'améliore pas un dispositif qui existe déjà depuis 10 ans dans la loi, ce que veut faire... Non, mais ce guichet est flou, tout ça est très flou. Non, le problème, comme pour toutes les entreprises, hein, le problème, c'est à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait si on a un plan génial qui permet de licencier 2000, 3000 personnes? Qu'est-ce qu'on fait de ces 2000 ou 3000 personnes? Le problème s'est posé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Chez Carrefour, la même chose. Est-ce qu'on a le droit de dire à ces gens, on vous jette, tant pis pour vous? Ou c'est volontaire, c'est volontaire. C'est volontaire, d'accord. Est-ce qu'on a le droit de les jeter? Est-ce qu'on compte uniquement sur les retraites? Ou est-ce qu'on se dit, ces 2000 ou ces 3000 personnes, il faut absolument les replacer, et donc il faut les former, il faut trouver à l'intérieur de l'entreprise... Il fait la moule à Christian. Est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur de l'entreprise... Si on peut voir la mimine de Christian. D'accord. Est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur de l'entreprise des façons de les former pour qu'ils prennent des positions porteuses? C'est ça le choix. Alors évidemment, toutes les entreprises ont tendance à dire on s'en fout, libérez-nous de l'obligation de reclasser. Hein, c'est ce qu'on demande les entreprises pour être plus flexibles. Le problème, c'est que l'État, s'il fait pareil, que deviennent les gens? Mais quand il y a un plan de départ volontaire, quel est le lien entre plan de départ volontaire et reclassement? Parce que là, pour le coup, les gens sont volontaires, ils prennent un chèque, ils s'en vont. Pourquoi il y aurait du reclassement derrière? Et parce que le problème, c'est qu'on va dire aux gens, voilà, à des gens qui sont fonctionnaires, on vous fait un chèque, 2 ans de salaire au grand maximum, pendant 5 ans, vous pouvez, vous n'avez pas droit aux indemnités, vous n'avez pas droit aux indemnités chômage. Quels sont les gens qui vont accepter? La loi pourrait changer là. Là, c'est le scénario cauchemar, parce qu'en réalité, tant qu'il y a de la croissance, on crée 200 000 à 250 000 emplois chaque année en net. Hein, ça veut dire que quand les gens prennent un chèque, c'est qu'ils normalement retrouvent un emploi. Là, on n'est pas dans des plans de licenciement, on est dans la possibilité qui est ouverte de quitter. Généralement, les gens qui quittent, vous avez plusieurs scénarios, mais souvent les démissions actuelles, c'est des gens qui veulent changer d'emploi ou de région.
Hein. Alors, il y a des possibilités de mutation dans l'administration, ça ne se fait pas toujours facilement. Donc, vous avez des gens qui démissionnent. Là, on leur offre la possibilité, éventuellement, donc, de partir plus simplement. Alors, là, c'est l'effet de toucher le chômage. Là, c'est l'effet c'est l'effet d'aubaine. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, toute la question par rapport aux remarques d'Henri sur le fait qu'il y a une loi théorique depuis avril 2008, c'est que il faut maintenant mettre en œuvre un plan, fixer un cadre, donner des indemnités, parce qu'on dit c'est maximum 2 ans, mais en l'occurrence, on donne combien en fonction du nombre d'années qui a été passé. Mais si on donne 2 ans, si on garantit éventuellement le chômage pour les fonctionnaires qui acceptent de partir de manière volontaire… Voilà, vous en avez des centaines de milliers qui vont partir si vous faites ça. Actuellement. Non, mais si justement le gouvernement décidait d'aller plus loin que la loi actuelle… Ça va coûter une fortune. Le problème, c'est… Avec le risque que les meilleurs partent d'ailleurs. Oui, en plus, c'est le risque, c'est que les meilleurs partent. D'aubaine et voilà. Je précise quand même pour rassurer les gens que ça n'est ouvert qu'aux gens qui sont à plus de 5 ans de l'âge de la retraite. Donc déjà, ça limite un peu… Ça, c'est la loi actuelle, on imagine que… Oui, d'accord, mais vous voyez le problème. Je veux dire, c'est l'effet d'aubaine. Je veux dire, si un inspecteur des finances dit il est embauché par une banque, on ne va pas lui donner en plus de l'argent pour qu'il démissionne. Ouais. Donc il y a un problème d'effet d'aubaine. Le problème se pose actuellement de façon massive dans la Poste. Car vous savez qu'on a beaucoup trop de postiers. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc la solution qui a été adoptée actuellement, c'est qu'on va essayer de trouver d'une façon ou d'une autre des boulots pour les postiers, du genre aller aider les vieilles dames à remplir leur formulaire administratif. Voilà. On pourrait effectivement dire aux postiers, si vous partez, on vous donne 2 ans de salaire. Le problème, c'est est-ce qu'ils vont accepter compte tenu aujourd'hui de la situation du marché du travail. Peut-être qu'effectivement, si la situation du marché du travail s'améliore, il y aura des tas de gens qui voudront. Mais donc on attend, si c'est bien calibré par le gouvernement, des départs massifs ou ça restera sporadique? Alors, non, mais attendez. Sporadique, dit Henri. Hein. Bon, c'est un effet d'annonce, pas seulement parce qu'il y a déjà une loi, mais parce qu'on ne restructure pas comme ça sans objectif. D'abord, la fonction publique, c'est 5 200 000 personnes, c'est incroyablement divers. Ça va de l'assistante sociale à la personne qui est dans la crèche, aux pompiers, aux policiers, aux militaires. Donc, quand vous regardez l'ensemble de la fonction publique, ça suppose d'abord que le gouvernement dise quels sont ses objectifs sur le moyen terme, quels sont les services qu'il veut réduire en taille. Ça, on ne sait pas. Et ça, on ne sait pas pour le coup. Mais justement, donc pour l'instant, tant que le gouvernement n'affiche pas ses objectifs stratégiques, ça reste dans le vide. On a le chiffre de 120 000 fonctionnaires de moins à horizon 5 ans. Hein, oui. Dont 50 000 pour la fonction publique d'État. Mais ça c'est gravé dans le marbre. Oui, mais non, c'est pas gravé. Enfin, c'est une annonce. C'est une promesse de campagne. Oui, c'est une promesse. Qui a vocation à être tenue dans le nouveau monde. Oui, alors sachant qu'on peut, le gouvernement d'ailleurs, ce qui est peut-être le plus intéressant dans les annonces, c'est sa volonté, alors à discuter, mais c'est sa volonté de privilégier les contrats courts plutôt que le statut de la fonction publique. Donc c'est un élément de flexibilité qu'il veut introduire. Contractuel, alors plus de contractuels, c'est ça? Oui, donc il y a déjà beaucoup de contractuels. Il y a 1 million de contractuels. Voilà, donc il y a déjà 20% dans la fonction publique des gens qui sont contractuels. Et par ailleurs… Donc quand on annonce qu'on va avoir plus de contractuels, ce n'est pas la révolution. Et d'autre part, va se poser la question, quelle est la nature des contrats que l'État va proposer? Est-ce que c'est des contrats à 2-3 ans ou est-ce que c'est des CDI? Et si c'est quand même pas la même chose. Là, en l'occurrence, il semblait dire qu'ils allaient aussi privilégier les contrats de mission. Mais vous voyez, on est dans un flou global. C'est-à-dire que vous n'annoncez pas… Généralement, quand une entreprise annonce un plan social, elle annonce dans le cadre d'une transformation stratégique. Là, il n'y a aucune transformation qui est explicitée. On fait les choses à l'envers. Voilà. C'est-à-dire qu'on annonce les moyens… Pourquoi ? Parce que je pense que le gouvernement n'est pas au clair lui-même sur ce qu'il veut faire. Il n'a pas de vision stratégique claire. Par exemple, aujourd'hui, les grandes poches qui pourraient conduire à une restructuration de la fonction publique, c'est notamment au niveau local. C'est là où d'ailleurs on a le plus employé dans les 25 dernières années. Dans les 25 dernières années, la fonction publique a dû gagner de l'ordre d'1 200 000 emplois. C'est-à-dire on est passé de 4 millions à 5 millions 2, dont 700 000 dans les collectivités locales et les hôpitaux. Mais Henri, vous répondrez qu'il y a eu de la décentralisation aussi. Oui, mais justement… Allez Henri, on ne s'endort pas là. Il y a eu de la décentralisation. Bon, il y a eu de la décentralisation. J'ai remis une pièce dans le jukebox. Et deuxièmement,
Deuxièmement, il y a des besoins locaux. Voulez-vous que je vous dise? Il y a des besoins locaux. Répondez-lui, c'est pas moi qu'il faut dire non, ça. mais c'est on lui, a hein. des besoins locaux. Je veux dire, on a décidé, par exemple, si on dit on va offrir aux enfants des activités extrascolaires, il faut naturellement des gens sous contrat pour s'occuper des enfants. Alors, C'est l'activité extrascolaire. Il est légitime de développer des activités sportives, des activités culturelles, d'avoir des piscines municipales, des conservatoires Il municipaux. répond quoi, tout ça, Saint-Étienne, il répond quoi Non, alors je réponds qu'Henri a sorti la boîte de bonbons. Il présente tous les... Tout ça, ça crée des emplois. Et par ailleurs, effectivement, comme vous savez, il nous manque combien ? 5 millions d'emplois en France. Alors, est-ce qu'effectivement, allez dire, dans un pays où il manque 5 millions d'emplois, on va faire un exploit parce qu'on va supprimer 100 000 agents de la fonction publique? C'est pas génial. Le problème. On laisse répondre. La boîte à bonbons. C'est la boîte à bonbons, c'est qu'il nous montre les emplois au service des jeunes, au service. Bon, en réalité. C'est une réalité aussi. Non, mais bien sûr, mais c'est pourvu actuellement. Donc le problème fondamental aujourd'hui, c'est l'accumulation des structures, notamment au niveau des collectivités locales. Vous prenez les intercos aujourd'hui, vous avez intercommunalité. Voilà, vous avez des syndicats des ordures, des syndicats de traitement des eaux, ainsi de suite. Si vous faites. Il y a les communes et au-dessus, les intercommunalités. Qui regroupent justement. Plusieurs communes, plusieurs dizaines, parfois une centaine de communes. Sauf que ça doublonne entre les deux échelons, c'est ça. Non seulement ça doublonne, mais mais à chaque fois, vous avez des présidents de chaque interco, des indemnités pour tout le monde. Donc, si vous restructurez, ça ne sera pas seulement d'ailleurs des fonctionnaires qu'on va restructurer, c'est des postes d'élus. Hein. Ouais. Donc, dans ce contexte, vous avez de l'ordre de 200 à 300 000 économies d'emplois à faire, qui ne sont pas, en d'autres termes, je reprends votre image de tout à l'heure, il faut absolument distinguer le back-office du front-office. Ouais. Donc, le front-office, c'est l'infirmière qui est dans la chambre et qui s'occupe du malade. Et la patouche, bien au contraire, il en faut plus. Donc là, il en faut vraisemblablement plus, mais il faut aussi améliorer les services parce que même là, dans les hôpitaux, vous avez des besoins de restructuration. Vous savez que les lits sont attachés à un professeur chef de service. Donc le professeur chef de service, même s'il a besoin que de 8 lits, il se bat pour en avoir 12 parce que ça lui donne une influence dans l'hôpital. Donc là aussi, il y a des besoins de restructuration. C'est intéressant ce qu'il dit là. Donc on peut toujours raconter qu'on peut faire des économies fabuleuses. Jusqu'à présent, la réforme des collectivités locales, ça s'est traduit par une forte augmentation, par des gaspillages éhontés, par un système qui est devenu de plus en plus compliqué, et ça ne va pas s'améliorer. Il peut le répéter ? Ça ne va pas s'améliorer avec le Grand Paris, etc. À chaque fois, on rajoute des couches supplémentaires. Simplifie pas. Ouais. Donc effectivement, il y a un problème, mais ce n'est pas là-dessus qu'on va faire des économies fabuleuses. Le grand problème qu'on a aujourd'hui et qui est bien apparu hier, c'est que il faut absolument redonner confiance dans la fonction publique aux agents qui travaillent dans la fonction publique et pas que les agents de la fonction publique aient l'impression que le gouvernement en permanence agit contre eux. Il y a le problème. Le gouvernement dit « je vais engager des négociations ». Or, ces négociations n'auront pas lieu tant que n'est pas réglée la question du point d'indice de la fonction publique. Grosse pomme de discorde. C'est évident. Donc, voilà, on ne peut pas non plus, le gouvernement dit « je vais engager des négociations ». Or, d'ores et déjà, il nous annonce qu'il va développer les postes de contractuels. Tout ça, c'est... Voilà. Et ça se situe par ailleurs dans un monde où maintenant, pour qu'une entreprise monte en bourse, il faut qu'elle montre clairement qu'elle est capable de licencier, qu'elle va se débarrasser de son personnel permanent pour embaucher des contractuels. Et le drame, c'est que l'État, il se lance dans la même opération, qui est pas une opération de nature à favoriser l'engagement des fonctionnaires dans leur boulot. Quand on dit, par exemple, que maintenant, dans les postes supérieurs, on va pouvoir embaucher des contractuels, au lieu de naturellement d'embaucher que c'est l'issue normale de la carrière des fonctionnaires, bon, c'est pas non plus forcément porteur. Et toute cette histoire de contractuels, quel est l'intérêt? C'est que d'un côté, on va embaucher à haut prix des cadres dirigeants, on voit l'exemple, et puis d'autre côté,
on va embaucher à bas prix des contractuels qui vont faire un certain nombre d'emplois, d'exécution. Et donc l'idée, c'est quand même, c'est qu'on dit on va augmenter la hiérarchie des salaires dans la fonction publique. C'est l'objectif, plus pour les riches et moins pour les pauvres. Parce que assez souvent, les contractuels sont même payés plus que les fonctionnaires. Oui, d'accord, pour les postes élevés, oui, il n'y a aucun problème. Les pour les postes élevés, vous dites. Pour les postes élevés. Pas seulement, quand vous avez dans les collectivités locales des contractuels, c'est parfois le moyen de les payer plus cher que s'ils prenaient un statut de fonctionnaire. Parce qu'il n'y a pas le protégé. statut. Donc si on regarde... Mais je veux dire, pour les postes élevés, oui, bien sûr. Mais si on regarde les annonces d'hier, en fait, le reproche principal que je ferai, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'au fond, on a mis la charrue avant les bœufs. On nous fait des annonces sur les moyens et pas sur les objectifs. L'objectif, ça reste quand même et sur le type 120 000 fonctionnaires. Non, mais moi je vais à notre objectif. C'est justement pas ça l'objectif. L'objectif, ça doit être quand même d'avoir une fonction publique efficace. Voilà, mais moi l'objectif dont je parlais, c'est bien le chiffre du gouvernement. Non, mais c'est salaire. Non, mais ça c'est un moyen, le nombre de fonctionnaires. L'objectif, c'est quelle fonction publique on veut. Et alors, à la différence d'Henri. Et on finit là-dessus. Mais moi, je suis favorable à une fonction publique d'élite, c'est-à-dire une fonction publique de très haut niveau pour laquelle on engage les meilleurs, parce que nous avons besoin d'excellents juges, d'excellents policiers, d'excellents professeurs. Mais la question, c'est l'efficacité du système. Donc on a besoin d'un État efficace qui emploie les meilleurs. Et ça, c'est un discours que les fonctionnaires peuvent recevoir et qui peut être motivant. Effectivement, par rapport à ça... Moins et mieux payé, c'est ce que disait Nicolas Sarkozy déjà à l'époque. Oui, sauf qu'on ne l'a pas vraiment mis en œuvre. Moins et mieux payé, au niveau macroéconomique, c'est quoi la conclusion? Moins et mieux payé, ça veut dire beaucoup de chômage. Voilà, et la croissance des inégalités, c'est ça le risque. Pas forcément si on crée beaucoup d'emplois dans la sphère marchande. Sauf si on crée des emplois dans la sphère marchande. D'accord, mais dans la sphère marchande, les entreprises ont le même point de vue. Moins de travailleurs aussi. Non, Henri, la sphère marchande... 250 000 emplois sur un an. Voilà. Et même, on a créé plus de 400 000 emplois sur 2 ans. Hein. Même sous Hollande, ça avait commencé. Allez, merci à tous les deux pour ce grand débat du vendredi. Christian Saint-Etienne, économiste et professeur au CNAM, et Henri Sterdignac, membre des économistes atterrés. Merci à tous les deux. Merci David. Merci.